Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Très heureuse en tout cas de vous accompagner jusqu'à 9h30 avec nos habitués du lundi matin, à savoir les rubriques que vous avez l'habitude de retrouver, à l'exception de Hassan Arabe qui aujourd'hui marque l'événement par sa présence et par la date d'aujourd'hui, le 19 mai. Le 19 mai 1956 est une date à retenir et surtout décrétée journée de l'étudiant. Nous allons beaucoup en parler ce matin avec lui. Il reviendra sur l'histoire et comment cet élan de ces étudiants algériens qui ont quitté les bancs d'université pour rejoindre bien sûr la lutte de libération et bien sûr avec des actions précises et surtout des jeunes étudiants à la fleur de l'âge qui sont tombés au champ d'honneur. Nous allons parler avec lui et marquer cette page d'histoire. Nous parlons également avec nos autres rubricards, à savoir Yassine Yala dans sa rubrique vie professionnelle. Aujourd'hui, il nous parlera de l'entretien de recrutement. Tout savoir sur cet entretien, un moment qui peut faire basculer une carrière, lui ouvrir des portes ou les fermer. C'est en tout cas tout ce qu'il va nous donner comme astuce pour réussir un recrutement, surtout à un entretien. Nous aurons également à recevoir donc Samira Hadjarmar dans sa rubrique écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera de la Casbah marine. Elle reviendra sur ce littoral donc à visiter absolument, qui est en tout cas jusqu'à Bab Azoun, c'est ce qu'elle me disait. Donc elle fera avec nous un gros plan sur cette région. Et puis Hasna Zoubiri dans sa rubrique Safety Road. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un lieu qui malheureusement est connu pour ses nombreux accidents. Il s'agit donc des accidents de Jebahia, voilà. Et elle nous en dira plus tout à l'heure, comment essayer de les éviter et avoir quelques conseils. Et nous aurons aussi Hakim Lefgoum qui revient et qui rejoint notre semaine, qui rejoint bien sûr le lundi matin. Hakim, spécialiste de la musique, lui qui en a plus à présenter. Aujourd'hui, il fera un gros plan sur une artiste algéro-canadienne avec bien sûr son actualité. Et Amina Ziri dans sa rubrique aussi patrimoine et culture. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur une artiste montante, une jeune artiste dans le domaine de la musique arabo-andalouse. Elle viendra nous parler de son actualité et surtout le concert qu'elle donnera. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que j'ai oublié personne. Normalement, non. Ce sont nos rubricards qu'on aura l'habitude donc de retrouver comme chaque lundi matin. Et celle qu'on attend tous les matins, qui nous donne les nouvelles du ciel, qui nous donne donc le moment et les températures de la journée, c'est Amel Haribi. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très bien. Bon, j'ai plus à vous poser la question, il pleut pas. On verra. Je vous laisse présenter la météo. Après le jingle. Après le jingle. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Donc les nouvelles du ciel, ça ne change pas. Il fait chaud quand même. Hein. On le ressent. Hein. Exact. Même cet après-midi, on va le ressentir. Tout à fait, on vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, encore un temps relativement chaud au nord comme au sud, avec des températures assez élevées par endroits, mais plus sur les régions de l'Est, je vous le dirai tout à l'heure. Concernant le temps, eh bien, on aura un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières et proches côtières. Par contre, sur les hauts plateaux, eh bien, on aura des orages qui vont donner quelques pluies par endroit sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux d'ouest en est. À noter des vents forts, mais cette fois-ci vers les côtes centre et ouest, également sur le haut plateau ouest, qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension. Et ces orages et ces pluies peuvent déborder, mais localement en soirée, sur pratiquement l'ensemble des côtes durant la nuit. La moitié sud, eh bien, on aura aussi des passages nuageux sur le sud-ouest, tout au long des frontières algéro-maliennes, le Gartassi, le Sahara oriental, avec des orages aussi qui peuvent donner quelques pluies par endroit sur le sud-ouest et tout au long des frontières algéro-maliennes. Partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent. À noter des monts de sable sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Les températures durant la journée, eh bien, elles seront plutôt élevées, mais plus à l'est cette fois-ci. Également sur l'intérieur centre, plus exactement Tizi Ouzou avec 36 degrés. Du côté de l'est, Galma avec 36 degrés également.
35 Constantine, 34 degrés à Annaba, 33 Batna. Vers l'ouest, eh bien, on aura 30 degrés du côté de Tlemcen et Al-Bayat, 32 Relizane, 29 Alger, Oran, également Djelfa. Au sud, 37 degrés Tindouf, Béchar, Gardaya, 41 degrés à Biskra, également Insalah, 42 à Drar Lizi, 40 degrés à Janet, 45 Borj Bedjmourtar et le maximum cette fois-ci à Ingazam avec 46 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes est, mais agitée sur les côtes ouest et centre. Des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes est et jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sont de secteur ouest-sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes centre et de secteur est sur les côtes est. Et bien sûr, on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h52. Pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, c'est fait, les nouvelles sont données. En résumé, il va faire chaud. En résumé, il va faire chaud, il va faire donc une température de saison, on va dire. Hein. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est rentré. C'est lancé. C'est lancé. Ouais. On attend le 21 mai pour décréter officiellement l'arrivée de l'été. Presque, juin, ouais. Bon. Juin. J'ai avancé. Hein. Oui. Des mois. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, le ressenti, c'est des températures du mois de juin. Hein. Tout à fait. Eh bien, on vous laisse repartir en musique avec une belle chanson que vous aimez bien. Ah oui, j'aime bien. Mokshaïb. Ouais, allez, c'est pour vous et c'est pour tous ceux qui nous regardent ce matin, qui nous suivent. C'est Mokshaïb Tal Riebek. طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحداد الليالي عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحداد الليالي عليا وعلاش الغضبة انسى اللي صرا بينك وبيني ياللي راكي ليا بعيدة غير ولي حبيبك نحلى صفحة جديدة انسى اللي صرا بينك وبيني ياللي راكي ليا بعيدة غير ولي حبيبك ونحلو صفحة جديدة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحداد الليالي عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديت الحقدة الليالي عليا وعلاش الغضبة تيرارارارا 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 مازال كاين لي اسبوار وعلاش كان قطعوا لي ياس إني جامي تروطار مازال نبغيك يا بنت الناس مازال كاين لي اسبوار وعلاش كان قطعوا لي ياس إني جامي تروطار مازال نبغيك يا بنت الناس طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحداد الليالي عليا وعلاش الغضبة طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحداد الليالي عليا وعلاش الغضبة
طالوا يا بكا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحكتات الليلي عليا وعلاش الغضبة طالوا يا بكا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحكتات الليلي عليا وعلاش الغضبة. Un moment de nostalgie et ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux nostalgiques de la chanson de Hesni Allah Yarahmou avec cette belle interprétation, belle reprise de Mokshaïb. Eh bien, on les reçoit comme à chaque fois avec beaucoup de plaisir. C'est Yassine Yalla, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Et Samira aussi, qu'on reçoit toujours avec plaisir. Bonjour Samira. Amel, bonjour à tous. Bonjour. En forme? Très Très. en forme. Surtout Alhamdoulilah. quand vous passez avec Yassine. Bien sûr, moi je suis ravie. On apprend toujours sur Plaisir notre vie partagé. professionnelle Les et droits. des conseils, les droits. Et c'est Oui. tout de suite avec justement la rubrique. On va commencer tout de suite avec lui, justement, vie professionnelle. On va parler donc de vie professionnelle, la rubrique de Yassine. On va commencer avec vous. Donc, on va parler donc des conseils. C'est justement l'entretien. L'entretien de recrutement. Oui. Mais pas que. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'entretien de recrutement, Oui. mais on va parler de quelques oublis qui peuvent se passer pendant l'entretien de recrutement, c'est-à-dire ce que les candidats oublient de faire pendant l'entretien de recrutement, mais qui peut leur coûter le poste. Très bien. Alors, Voilà. quelques conseils, c'est juste après Juste ça. après ça. Donc, les conseils, c'est vrai. Alors, comme vous m'avez dit tout à l'heure, ce qu'il ne faut surtout pas oublier durant un entretien. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, alors ce sont des petits détails qui peuvent paraître petits, mais qui sont lourds de conséquences. Voilà, à c'est ce fait. qu'on va voir aujourd'hui. Tout à Point fait. par point. Voilà. Point par point, oubliez par exemple de se renseigner sur l'entreprise. Ça, Alors. c'est vraiment une faute grave. Oui, alors oublier de se renseigner sur l'entreprise avant d'aller à Oui. l'entretien, c'est la faute la plus fréquente. Alors le recruteur vous regarde dans les yeux, vous pose la question et vous dit que savez-vous de notre entreprise, que connaissez-vous de nous? Et là, blanc total. Ou pire encore, on peut dire quelque chose de très générique, de très vague, qu'on pourrait dire sur n'importe quelle autre entreprise. Comme par exemple, je sais que vous êtes une entreprise dynamique, leader dans le domaine. Dynamique, ok, leader, ok, merci, mais quoi encore? Voilà, Oui. donc il faut aller dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Avant d'aller à l'entretien, on doit aller sur le site internet de l'entreprise, voir les réseaux sociaux de l'entreprise. Maintenant, toutes les entreprises sont sur les réseaux sociaux, presque toutes, ou aussi sur LinkedIn aussi, Oui. où vous pourrez voir les produits phares de l'entreprise, les services phares de l'entreprise aussi, l'actualité, les dernières actualités de l'entreprise. Si par exemple l'entreprise a racheté de nouvelles parts de marché d'une autre entreprise, ou peut-être Oui. a ouvert une annexe ou une filiale dans une autre wilaya ou dans une autre ville, ça prouve que vous avez fait vos devoirs, C'est que ça. vous avez pris la peine justement de Parce faire que le CV ne suffit pas en lui seul. hein. le CV. À lui seul. Le CV peut suffire, c'est-à-dire dans le sens où c'est votre carte de visite, mais après, comment vous vous vendez lors de l'entretien, C'est ça. c'est ça le point le plus important. Oui, l'échange, Donc, voilà, donc cette ça montre, prestation. ça peut montrer qu'on n'a pas fait ses devoirs, et justement le recruteur veut voir quelqu'un d'intéressant et qui s'intéresse justement à l'entreprise. Alors, oubliez, Et puis il y a l'éloquence aussi, quand la personne Bien sûr. s'exprime, Ouais, absolument. ça permet au recruteur en fait de voir. c'est de clair. voir ça, oui. On y reviendra. oubliez bien sûr de donner quelques exemples, c'est cela? Des Oui, exemples alors, concrets. des exemples concrets. Alors, ça suffit pas aussi de dire, alors ça aussi c'est l'une des fautes, des erreurs les plus répandues, les plus courantes. Ça suffit pas de dire je suis dynamique, je communique bien, je gère bien mon temps, je gère bien les conflits en équipe. Je suis Oui, sérieux. Je suis sérieux. Oui, Ouais. ce sont C'est des arguments. ce sont des compétences peut-être, hard skills ou soft skills, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours illustrer chaque compétence avec des situations vécues, des situations concrètes. Oui. Et le conseil que je donne à chaque fois, c'est d'essayer d'utiliser la méthode STAR. J'explique. hein. La méthode STAR, c'est un mot facile on peut se rappeler facilement de ce mot, STAR, mais c'est en même temps un acronyme. STAR, c'est situation,
tâche, action et résultat. D'accord. STAR. Exemple, j'ai eu à gérer une grosse campagne de recrutement lors de mon précédent job, et je devais mettre toutes les équipes, je devais mobiliser toutes les équipes. Situation, tâche. Voilà, j'ai mobilisé tout le monde, y compris les gens, y compris 2 personnes peut-être qui ne s'entendaient pas très bien. D'accord. Action, j'ai commencé à leur donner des petites tâches petit à petit, ponctuelles, limitées, et j'ai accéléré la cadence au fur et à mesure que je voyais les choses s'améliorer entre ces 2 personnes-là. Et R, le résultat, j'ai vu qu'en dépit des différends, même si les différends étaient peut-être restés, mais ces 2 personnes ont pu développer un respect mutuel. Donc, utiliser cette méthode STAR pour, et ce qu'on dit doit être vivant, doit être vérifiable et doit être justement vérifiable. Voilà. Tout à fait. Et quelquefois, les demandeurs d'emploi sont jeunes pour la plupart quand c'est les premières fois qu'ils demandent. Les primo-demandeurs, oui. Les primo-demandeurs, ils sont un peu tétanisés face à leur interlocuteur. Ils oublient de poser des questions. Oui, oublier de poser des questions, c'est aussi l'une des erreurs les plus fréquentes, mais pas uniquement pour les primo-demandeurs, ça peut arriver tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Le recruteur vous regarde, il vous dit, est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Ouais. Ça va. J'ai suffisamment d'informations. Erreur fatale. Il faut toujours préparer des questions. Même, alors si le recruteur, par exemple, n'a rien dit sur la suite du processus de recrutement, on peut toujours poser cette question. Déjà, ça brise la glace. À la fin, ça ne brise pas la glace, parce que la glace, elle est brisée au début. Mais je veux dire, ça laisse une note positive. Vous pouvez dire, par exemple, est-ce que je peux connaître la suite du processus de recrutement? C'est-à-dire, là, il vous dira quand est-ce qu'il vous rappellera avec un avis favorable ou pas. Vous pourrez dire aussi qu'est-ce qui est attendu de la personne qui va occuper ce poste pendant les 6 prochains mois. Comment décririez-vous la culture de l'entreprise? Parce que le fait de ne pas poser des questions, ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas quelqu'un de motivé. Vous n'êtes pas suffisamment motivé presque désintéressé. Voilà, presque désintéressé. Voilà. Donc, un bon candidat pose des questions intelligentes. Ça prouve, ça démontre qu'il se projette. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est ce que le recruteur recherche. Alors, on a peur. C'est vrai que pour la plupart, quand on va se présenter, il faut toujours être soigné, bien habillé. Ça, c'est important. Normalement, tout le monde doit le savoir. C'est important, c'est le b.a.-ba. Mais finalement, il y a des personnes qui sont un petit peu négligents, et même dans leur façon de parler. Même la façon de parler, voilà. Là tu me tends la perche pour parler du body language. C'est l'expression du corps. Alors, on a les mots, on a le CV, on a l'expérience, mais le corps peut-être peut nous trahir. Alors les mains agitées, la voix hésitante. Il faut être bien assis, les bras, savoir où mettre les mains. Voilà, les bras croisés, la voix hésitante, regard fuyant. Mâcher un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum aussi. Ça, c'est une catastrophe. Tout ça c'est du body. Ou peut-être le contraire aussi. Un regard trop assuré, trop confiant, un excès de confiance en soi. Ça peut aller aussi dans... ça peut justement faire peur. Jouer contre. Voilà, jouer contre lors de l'entretien de recrutement. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est de maintenir un contact visuel naturel, un sourire léger, mais sans trop en faire, parce que le recruteur se souviendra plus de ce que vous avez dit, de la manière dont vous avez parlé, plus de ce que vous avez dit. Très bien. Donc c'est ça, là je vous le dis en connaissance de cause. D'accord. Oubliez de faire son discours de poste. D'adapter le discours au poste. Alors, ce sont les réponses standards qu'on donne. Quand on donne l'impression de dire ça à tout. C'est comme si on disait la même chose à tous les entretiens. Alors, si vous postulez par exemple pour un poste de gestionnaire RH et vous insistez, vous parlez longuement de votre expérience ou de vos compétences en comptabilité, là, le recruteur peut se poser la question, est-ce que cette personne a réellement compris ce qu'on recherche? Est-ce que cette personne a réellement compris le poste? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'adapter ces réponses aux missions du poste, utiliser un jargon, une terminologie justement liée au poste, mais sans trop en faire non plus, et insister sur ces expériences en lien direct avec le poste, pour éviter justement les réponses bateau, génériques, qu'on donne à toutes. Très bien. Qu'on donne à tous les. Chaque poste est différent. Chaque poste nécessite une stratégie verbale. J'imagine que Samira est en train de revisualiser ses premiers entretiens, tout comme moi. Hein. C'est vrai, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais juste savoir comment gérer pour quelqu'un qui est un peu anxieux ou stressé.
Donc même si on se prépare et tout, quand on arrive en phase, surtout les premiers, premiers jobs et tout, donc on n'a pas d'expérience professionnelle. C'est ça. Comment on gère son stress, l'anxiété? Alors la gestion du stress, ça c'est... C'est tout un ensemble. Voilà, c'est tout un ensemble. Alors déjà respirer, la respiration, déjà ça peut aider. Tu connais ton CV, tu connais ton Non, on n'a expérience. pas d'expérience, c'est les premiers... Mais tu as fait un projet de fin d'études, si tu Ouais. voilà, mieux que tout le monde. Tu as bien lu la fiche de poste, tu t'es bien renseigné sur les missions de l'entreprise. Je pense qu'il faut avoir une petite confiance en soi, un minimum de confiance en soi, s'asseoir à côté du recruteur et dire voilà, je vais donner le meilleur de moi-même. fait. Il faut Et c'est peut-être le tout. regarder dans les yeux. Et il faut se dire que c'est vrai que le recruteur est en train de m'évaluer, Oui. mais moi aussi je suis en train d'évaluer D'évaluer l'entreprise aussi. et d'évaluer C'est ça. si ce poste Exact. justement me Vaut- convient ou pas. Voilà. Donc Et je vaut le coup pense aussi. qu'avec c'est vrai que on est toujours un peu stressé et le stress, les 3 premières minutes peut-être, le stress peut être positif. Et hein. puis, si on a un bon manager, en principe, il met à l'aise. Voilà, les jeunes, c'est ça. en général les Ça recruteurs dépend. sont Alors, doivent il faut être formés pour surtout mettre pas à l'aise. oublier de montrer sa motivation. Absolument, donc c'est ce qu'on vient de dire, Voilà, il faut surtout donc, pas surtout. oublier de montrer sa motivation. Alors parfois, le candidat a un très bon CV, a de très très bonnes réponses, mais il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de motivation, c'est-à-dire ce n'est pas perçu lors de l'entretien. Il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas ce regard pétillant, voilà, qu'on peut détecter en tant que recruteur. Alors ce qu'il faut faire ici, c'est exprimer clairement pourquoi ce poste nous attire, parler avec sincérité, avec énergie, mais sans trop en faire non plus, et montrer qu'on a envie d'apporter quelque chose. Voilà, donc il faut essayer de montrer sa motivation voilà, avec un sourire jovial, voilà, en étant sympathique. Voilà, Ouais. sans trop en faire aussi, parce qu'il y a aussi une limite à ne pas franchir. Et le comble donc, de cet entretien, c'est de partir et oublier de remercier. Voilà, alors ça, oui, ça c'est une Ça, erreur. c'est vraiment- C'est une erreur très très fréquente. Alors on oublie de remercier le recruteur et on peut finir sur une note froide et distante, pardon, en faisant ça. Ce qu'on peut faire ici, c'est finir par une phrase toute simple mais très élégante. Merci pour cet échange. Merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. Merci pour cet échange. J'ai grandement apprécié d'échanger avec vous et de connaître plus sur les missions du poste. Ou bien merci pour cet échange et je suis plus que motivé de pouvoir rejoindre. On a du rejoindre mal à l'entreprise. penser que la Voilà. personne va se lever sans pour autant remercier. hein. Eh ben, il y a des gens qui le font. De peur peut-être. Voilà, de peur. peut-être parce De qu'il peur, y a aussi le d'hésitation. soulagement, c'est la fin, c'est le C'est soulagement ça. de la fin. On se lève, on dit juste merci comme ça et on part. Mais on peut aussi dire merci pour l'échange. Voilà. Ça m'a permis de connaître. Peut-être que ce dernier échange serait peut-être valorisé. Oui, voilà, peut-être que c'est cette petite phrase qui peut faire la différence. Il y a même des gens qui peuvent aller un peu plus loin que ça, mais toujours dans le positif. C'est d'envoyer un mail de remerciement le lendemain, Très de bien. dire voilà, merci de m'avoir reçu tel jour. J'ai grandement apprécié Moi, notre j'ai deux échange. questions, Parfait. si tu permets. On n'aura pas le temps, mais ça va Juste, prendre de est-ce qu'il votre. faut accepter de prendre le café quand on fait une boisson quand on nous le propose? Et est-ce qu'on doit être le premier à parler de salaire? Alors le salaire, C'est le plus important. il faut toujours laisser le recruteur parler en premier quand il s'agit du salaire. Et pour le café, moi je dis toujours non. Même si la proposition Oui, vient du cœur, bien sûr. moi je préfère décliner. Ouais. Voilà. Mais Voilà, après, ça c'est. tu peux accepter. Personnellement, je décline. Voilà. Voilà. Ok. L'entretien est terminé. Oui. Ça y est, C'était Samira est vite, vite, recrutée. C'est vite. En tout cas, Mais merci voilà, beaucoup le Yassine salaire, Yatek c'est Saha. Et c'est J'oublie vrai. surtout pas de remercier mes invités. hein. Voilà, il ne faut pas Voilà. oublier. Ça et fait la partie prochaine des- fois, on la finit- politesse. Voilà, exactement. Il ne faut pas oublier de ne rien oublier. Voilà. lors de l'entretien de Voilà. En tout cas, on a toujours plaisir à te recevoir et puis on se dit à samedi. À Tout samedi, à fait. Vous allez donc suivre tout de suite la rubrique de Samira. Écume et patrimoine, c'est tout de suite. Samira, une visite s'impose. Aujourd'hui, on reste encore dans le domaine du patrimoine. Hier, vous me disiez que ça va rester, même après le 18, bien sûr, il y aura bien d'événements qui vont se prolonger. Voire un peu plus. hein. Mais aujourd'hui, on va parler de la voie, j'ai envie de dire, la voie basse d'Alger, Oui. du cœur d'Alger, le cœur historique d'Alger, la Casbah, la basse Marine, Casbah, je oui. vais finir par le dire, la basse Casbah ou Casbah Marine, en fait. Voilà. C'est ce qui va de Bab el Oued jusqu'à Bab Azzoun. Parce que
Alger la Blanche. Blanche, il faut préciser, l'appellation existait bien avant l'arrivée des Français, c'est-à-dire la colonisation française, c'est-à-dire 1830. Tout simplement, les fondateurs d'Alger, les premiers habitants d'Alger, lorsqu'ils arrivaient à un certain moment de l'année, ils mettaient de la chaux sur leur maison. Idiro, exactement. Donc, elle est blanche. C'était blanc. Quand on arrivait sur Alger, on voyait tout était blanc avec le soleil, le ciel bleu. C'est ce qui fait la splendeur de la baie d'Alger. Exactement. Alger a existé avant les Ottomans. Elle a existé avant la colonisation française. Elle a existé depuis moins 2000 ans. Au moins 2000 ans attestés. Voilà. Donc, Alger, il faut le dire, c'est 5-7 portes parce qu'à la base, il y avait les remparts berbères, puis des fondateurs, donc les Samidja. Et ensuite, il y a eu les Ottomans qui ont renforcé avec d'autres remparts. On va le voir dans un petit moment. Il y a une carte où elle est passée peut-être. Il y a une carte qui délimite où se trouvaient les portes, où se trouvaient les monuments religieux, parce qu'il y avait, il faut dire, je crois, plus d'une centaine de mosquées, les fontaines, tout ça existait. Il y en avait pratiquement dans tous les quartiers. Les avaloirs, les caravansérails, tous les quartiers, et notamment les quartiers de la Basse Casbah, qui vont de Bab el-Oued jusqu'à Bab Azoun, jusqu'à la caserne des Janissaires, qui est actuellement le centre culturel des Moudjahidines, qui est juste à côté du TNA, Théâtre National d'Algérie. Donc c'est là-bas, Alger s'arrêtait là. Bien sûr, Alger, c'est un triangle avec... on a l'impression que c'est l'Italie, mais en plus grand, bien sûr. Dans sa forme, en fait. Donc, et sa forme se termine avec le phare d'Alger, Borj Fnar, qui est à la base la forteresse espagnole détruite par Baba Harouj puis Khaireddin. C'est-à-dire ils ont essayé tous les deux à la demande de Selim Toumi, prince d'Alger, prince des Berbères, de la vieille Médina bien sûr. Et le palais qu'il habitait a disparu malheureusement, on a dû le voir passer. C'est le palais de la Djenina. Le palais de la Djenina se trouve au niveau de la place des Martyrs, transformé. Alors lui a été détruit dès les premières années de la colonisation, à coups de pioche. Les Français, ils ont mis 3 ans à le détruire. Ils l'ont d'abord occupé, mais ensuite, ils l'ont détruit. C'est très triste d'avoir fait ça, comme la mosquée Seïda, qui était... alors, c'est une mosquée berbère. Tout le monde dit qu'elle a un style ottoman, elle suivait le culte hanafite était appliqué, tout comme Jam Jdid, qui se trouve au milieu de la route. Et les recherches ont prouvé qu'elle a existé bien avant. Donc elle est certainement berbère. Elle a une forme extraordinaire. Il y a une seule gravure. Ils l'ont détruite en 1831. C'est une perte. Et donc El Djenina, ce qui a été fait, c'est que dans un premier temps, ils ont récupéré des agréments. Tu sais, les décorations extérieures. Très très belles décorations. Elles ne ressemblent à aucune autre. Elles sont sur Jemaa el-Qdim. Donc tout près de l'amirauté d'Alger. Quartier de la Marine. Le quartier de la Marine, c'est là où il y a le musée maritime, qui sont les voûtes d'Alger, qui est le premier port d'Alger. On a vu justement quelques images de ces voûtes qui sont réaménagées aujourd'hui. Oui. Alors, il y a une voie qui va de Bab el-Oued aussi. Personne ne s'installe quelque part par hasard. Les gens se sont installés, toutes les civilisations qui sont passées par la suite se sont installées selon et ça a été prouvé dans les fouilles de la place des Martyrs. On a 7 siècles d'histoire. Ils se sont tous installés les uns sur les autres. Et rappelez aussi qu'il y a eu 2 tremblements de terre très importants et que Alger a souffert de destruction. Donc on a ces strates de l'histoire qui sont sous la place des Martyrs. Ça a été découvert. Ils ont travaillé dessus pendant 27 mois. C'est les plus longues. C'est la plus longue campagne de fouilles depuis l'indépendance du pays. Ils ont découvert des choses incroyables, plusieurs, on va dire, périodes de l'histoire de l'Algérie. L'histoire, la légende a été donnée comme ça au hasard parce que ce n'est pas attesté par le fait que Hercule serait arrivé et avec ses compagnons. Il a été abandonné par ses compagnons sur l'île des Mouettes et que Icosium
va de Ikosi, les 20 compagnons enfin les 20 personnes, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le nom. Donc c'est pas une légende extraordinaire, il n'y a pas de prince, princesse, mais il y a quelqu'un qui est arrivé. On verra peut-être un film un jour. Non, j'espère qu'un jour on trouvera plus de témoignages. Donc sur Alger, il y a beaucoup de choses. Il y a les tracés des aqueducs, il y a la voie romaine. Donc la voie romaine, c'est quoi? C'est le Cardo Maximus, c'est ce qui vient de Césarée, Césarée Chechel, jusqu'à Cap Matifou. Et on a nord-sud. C'est long, hein? Oui. Et les Romains, c'est ça. Donc, Cardo et Decumanus Maximus. Voilà. Donc, c'est un découpage. C'est l'orientation des 4 points cardinaux. Voilà. Donc, beaucoup de choses ont été découvertes avant la place des Martyrs. On a trouvé un trésor dans le quartier d'Amarine. On a trouvé du côté du café Malakoff, la rue du Vieux Palais. On a trouvé une statuette punique. Mais il faut tenir compte qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens et que peut-être cette statuette, elle n'était pas réellement là. C'est quelqu'un qui l'a ramenée, par exemple, parce que c'est une statuette punique. Elle a été ramenée peut-être. Elle a été déplacée. Voilà, elle peut être venue de Cap Matifou. Ils l'ont mise là-bas. C'est tout le problème du patrimoine quand on le déplace. Son histoire se déplace aussi. C'est vrai. Et parfois, elle est perdue. Donc, on ne connaît pas exactement l'origine. On ne sait pas comment expliquer les choses. Voilà. Donc, peut-être qu'on découvrira encore plus de choses. Mais sinon, il est attesté que ça fait au moins 2000 ans que Alger existe, avec toute une histoire, avec des biens, avec une architecture, avec beaucoup de choses. La colonisation française a détruit un pan très important. Ils ont construit des immeubles coloniaux qui existent jusqu'à aujourd'hui sur un palais magnifique, dont la seule chose qui reste est sur la mosquée Djem Jdid, donc l'horloge. C'est la seule chose qui reste. Ils ont détruit la mosquée Seïda, dont les seules choses sont... alors, on en a retrouvé aussi la place des Martyrs. Hein. J'espère qu'un jour, le musée va ouvrir et le public pourra le visiter. Les archéologues sont là, les anthropologues aussi, pour pouvoir nous raconter toutes ces histoires aussi passées. Ce qui reste sur Bab Azoun, c'est une plaque. Bon, elle n'est pas très mise en valeur depuis la restauration du quartier. Il aurait fallu la remettre sous verre. Elle n'est pas sous verre, mais on peut la voir. Elle est juste au début de l'entrée de Bab Azoun. Ce qu'on peut voir aussi, et c'est transformé aujourd'hui en resto, c'est Habs Boura. Donc oui, qui est resté, c'est à l'intérieur d'un immeuble. Il y avait plusieurs prisons, tu sais, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour toutes les communautés. Voilà, donc c'est terminé. On termine avec ça, cette information. Juste, je rajoute, le palais Aziza est peut-être le plus ancien palais, il a été modifié, il a été détruit aussi, de l'ensemble qui existait au moment donc à l'époque des Berbères déjà, de Selim Toumi, le palais... Aziza, la fille du Dey, elle était mariée à Rajab Bey de Constantine, frère du Bey de Constantine, et il lui a offert pour son mariage. Beau palais. Donc il y a quand même de belles histoires. Peut-être qu'on verra ça sous... Ouais, c'est passionnant, sous film. C'est vrai que c'est difficile de se rappeler de tous ces détails avec les personnages aussi qui ont marqué toute cette histoire. Chaque morceau, même colonial, a une histoire très particulière. Passionnant. Et c'est construit sur Il faut aller visiter en tout cas. Des centaines d'années d'histoire. Il faut aller visiter, bien sûr, la Casbah Marine et puis voir un petit peu tout ce qui se fait aussi au niveau du musée de la Marine. C'est très beau. Il y a beaucoup d'activités. Il faut rester aussi, ouvert il faut aller tous les jours pendant les vacances. Merci beaucoup Samira. Merci à vous deux. Donc on vous retrouvera donc dès la semaine prochaine. Et puis pour toi, ce sera donc le week-end, samedi. Eh bien, on continue à vous faire visiter l'Algérie. Cette fois-ci, on va à l'est, du côté de Taraf, aller visiter Qsar Lalla Fatma. C'est un reportage signé Saïda Mayouf. Situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville d'At-Taraf, dans la commune de l'Ayoun, à la frontière tunisienne, le palais Fatma, Qsar Lalla Fatma, s'élève au milieu d'une forêt dense de chênes-lièges dans la région de Oued-Jnen. Remontant à la période romaine entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, ce fabuleux site archéologique témoigne de la richesse des civilisations antiques. Édifié entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, l'histoire raconte que les Romains y vécurent jusqu'au 7e siècle. Son architecture très particulière est dominée par les arcades. Ce site archéologique se constitue d'une villa de 2 étages construite en moellon, le premier étage pour les nobles et le dessous pour les ouvriers et les différentes tâches ménagères. Encore un ensemble de fermes, de pressoirs à olives
et des espaces pour la transformation de produits agricoles. Ce patrimoine culturel, avec sa villa, ses fermes et ses thermes, nous livre ses secrets et la légende originaire de son appellation. La légende du Qsar raconte qu'une femme riche nommée Fatma a exigé au préalable à son prétendant de lui construire un palais avec une amenée d'eau aqueduc romain à partir d'une source située à 750 mètres. Ce n'est que 40 années après que le prétendant a pu exaucer son vœu. L'histoire raconte qu'il mourut juste après l'achèvement de l'édifice. Quelques sentiers étroits plus loin, nous retrouvons les thermes romains encore visibles malgré le poids des siècles. Les thermes se constituent de 9 chambres, dont 3 principales, le frigidarium où l'on prenait des bains froids, opposé au caldarium où la température du bain y était très élevée. Et il y a aussi le juste milieu, le tépidarium avec une chaleur moyenne, stable, émanant des murs et du sol en pierre. Après le classement de ce monument aux nombreux vestiges archéologiques en tant que site archéologique national protégé et une fois sa restauration achevée, ce site de toute beauté pourra faire l'objet d'un lieu touristique par excellence. Ce palais comporte nombreuses caractéristiques et atouts lui permettant de drainer un nombre important de touristes nationaux et étrangers, d'autant qu'il se trouve à la limite de la frontière tunisienne. D'ailleurs, la population de Oued-Jnen, dans la commune de l'Ayoun, est très accueillante et hospitalière. La direction de la culture et les autorités locales et sécuritaires œuvrent inlassablement à la préservation de ce legs culturel. Ce monument s'inscrit dans notre patrimoine culturel et historique riche et diversifié, dont nous sommes très fiers. Sa préservation est l'affaire de tous. D'ailleurs, les gardes forestiers sont toujours à pied d'œuvre pour le protéger et le sauvegarder. Classé en 2023 par le ministère de la Culture et des Arts en tant que site archéologique national protégé, le palais Fatma aura bénéficié ainsi d'un cadre juridique lui permettant une meilleure préservation, voire une meilleure valorisation digne d'un tel monument historique. Voilà, les monuments historiques, il faut savoir les préserver. Et heureusement, nous avons donc des spécialistes pour en tout cas, les préserver, les protéger. Nous allons parler de notre sécurité routière tout de suite avec Hasna Zoubiri. Parler Safety Road, c'est tout de suite avec Hasna Zoubiri. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Très bien. Bien sûr, la sécurité routière, ça commence tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut faire attention. Et on va se voir justement avec Hasna pour en parler tout de suite. On parle beaucoup, bien sûr, de danger de la route avec vous. Chaque lundi, c'est des conseils, c'est des invités. On a vu avec notre précédent invité qu'il y avait des statistiques et des chiffres. Alors, il y a certains couloirs, comme on dit, certaines routes, certains lieux qui sont malheureusement notés rouges. Tout à fait. Signalés vraiment point noir même, hein, carrément. Exactement, exactement. Signalés comme point noir. On avait reçu la semaine précédente donc, le délégué national, en fait, c'est le représentant de la délégation nationale de la sécurité routière. On avait parlé de plus de 300 points noirs recensés à travers tout le territoire national, dans 176 plutôt qui ont été traités et 136 en cours de traitement. Parmi ces points noirs qui sont en cours de traitement, c'est la pointe de Djebahia, donc dans la wilaya de Bouira, un des points noirs de la région centre, qui malheureusement enregistre depuis quelques années déjà de nombreux accidents, notamment en saison hivernale. C'est juste après les 2 tunnels. Hein. Exactement, donc en venant d'Alger, les 2 tunnels, juste après l'Akhdariya, puis Djebahia, puis on rentre dans... Enfin, ça fait partie quand même de la wilaya de Bouira. C'est une pente, donc les gens vont très vite.
Donc il faut savoir, donc un peu, on avait parlé un peu de l'état des routes. Là, c'est une route qui est très fréquentée par le lourd, par le poids lourd ML. Donc vu la surcharge des semi-remorques et des camions, la chaussée s'est dégradée au fur et à mesure, bien sûr. La fréquentation, après les changements climatiques, voilà, saison, que ce soit saison hivernale, donc avec la pluie, donc ça fait un peu quand même, ça fait des trous. Et les gens évitent, c'est justement cette chaussée qui est dégradée, qui est généralement au milieu de la route, donc le couloir du milieu, et ça fait des accidents de la circulation. Voilà. Donc ce qui provoque un peu les accidents. C'est des prises de risques, et bien sûr pas réfléchies. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et puis on rajoute à ces paramètres et à ces facteurs, donc l'excès de vitesse, qui rend l'inconscience des gens qui ne sont pas conscients. Généralement, les gens pressés aussi, c'est ça, pressés, qui prennent pas la mesure. On avait justement interrogé quelques citoyens, quelques usagers de la route, pourquoi et à quel moment exactement, c'est-à-dire les gens abusent un peu de la vitesse. On parle de la nuit. Donc la nuit, il y a moins de trafic de lourd, pas comme pendant la journée. C'est vrai. Et voilà, donc ce qui provoque, les gens veulent arriver rapidement et utilisent la vitesse, et malheureusement ça provoque des accidents. Et avec la fatigue, et on ne voit pas la chaussée dégradée. Les fameux nids de poules, comme on les appelle. C'est ça. Voilà. Et les gens... Voilà, donc on tombe souvent sur des accidents durant notre chemin, enfin pendant notre chemin. Alors justement, vous êtes allé en mission, vous avez donc vu avec bien sûr la gendarmerie qui était sur place et protection civile. Et c'est des conseils aujourd'hui qu'on donne parce que c'est une zone où il y a eu beaucoup d'accidents. Il faut faire quoi quand on prend conscience justement de la dangerosité par exemple d'une chaussée, soit si c'est un virage dangereux, soit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir? Alors pendant notre mission, on avait justement rencontré l'équipe de l'ADA de la wilaya de Bouira. Donc l'ADA, c'est l'Algérienne des autoroutes. Très bien. Aujourd'hui, qui sont responsables et qui s'occupent, ils ont la mission justement de refaire la chaussée. Donc la réfection de la chaussée dégradée au niveau de l'Djebahia. Donc il y a eu l'installation de plusieurs signalisations pour justement utiliser les freins moteurs. Donc il y a eu des conseils qui ont été On voit quelquefois les plaques utilisées par... C'est ces plaques qui ont été mises en place. En fait, ils existent déjà, mais on a renforcé un peu la présence des plaques sur ce tronçon pour que les gens qu'ils fassent attention. Voilà. Bien sûr. C'est important, bien sûr, de signaler et surtout réagir très vite. Quand on voit qu'il y a eu donc plusieurs accidents, il faut tout de suite réagir avec, comme vous disiez, les responsables des autoroutes et bien sûr la protection civile, la gendarmerie, et sanctionner quand il faut sanctionner. Bien sûr, la gendarmerie est là. Il y a certains, en fait, c'est des barrages mobiles. D'accord. Il y a des radars qui sont installés un peu partout. Généralement, il y a 2 points de radar. Vu que je fréquente souvent l'autoroute, il y a 2 points où on installe des radars. Essayez pour dissuader un peu. C'est dissuasif, parce qu'aujourd'hui, avec les GPS, je crois qu'on signale les radars, etc. Mais c'est quand même bien parce que malgré tout, la vitesse va diminuer. Tout à fait. En fait, c'est un mal pour un bien. Voilà. Moi, je dis que c'est un radar pour essayer un peu de dissuader les chauffeurs pour ne pas utiliser une vitesse extrême. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les véhicules sont très puissants. On arrive jusqu'à... En fait, le responsable de la gendarmerie qui nous a accompagnés sur le terrain, on m'a parlé de 220 km/h. Donc, c'est un peu... oui, c'est exagéré. C'est trop exagéré même. On a beau être pressé. Voilà. Les responsables, les gens qui font de la sécurité routière, on parle de si on dépasse les 100 km/h, c'est là le véhicule qui nous contrôle, et non pas nous qui contrôlons le véhicule. Donc 220 km/h, c'est énorme. C'est ça. En tout cas, quelques conseils et surtout prévenir les automobilistes. Alors beaucoup de camionneurs disent qu'on les incrimine à tort quelquefois. Oui,
Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est toute la responsabilité. Ils prennent, voilà, moi je parle de plusieurs facteurs, entre autres les poids lourds, mais bien sûr, c'est pas tout le monde qui est accusé, qui est en cause, qui est responsable de ça. Mais certains, il faut savoir que oui, il faut savoir qu'ils font pas attention aux véhicules légers, touristiques. Ils utilisent le couloir gauche alors qu'il n'est pas destiné aux poids lourds. Voilà, ils font quelques erreurs qui peuvent être la cause d'un accident de la circulation. Voilà. Justement, au niveau de ce tronçon, Amel, l'information principale justement la bonne nouvelle, et oui, on ne parle pas que de mauvaises nouvelles. Donc la route a été fermée à la circulation pour le poids lourd, un tronçon de 16 km à partir donc de la gare Omar dans la wilaya de Bouira jusqu'à Al-Qadiriya, donc sur 16 km, un détournement pour le poids lourd pour permettre en fait à l'ADA de refaire un peu la chaussée. Et depuis la fermeture de ce tronçon le 1er décembre 2024 jusqu'au 13 mai, donc le jour de notre déplacement dans ces lieux, donc le 13 mai, 0 accident de la circulation. D'accord. 0 mort plutôt, et 19 accidents de la circulation avec des dégâts seulement matériels. D'accord. Bien sûr, ce n'est pas rien, ça reste quand même des dégâts matériels. Mais 0 mort, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur ce chiffre-là. Voilà, un zéro mort. On aimerait bien le vivre dans plusieurs tronçons et plusieurs points noirs à travers le territoire. En tout cas, les efforts de tous sont ressentis. C'est clair. Et puis, on vous souhaite bon courage. Parce que vous faites de l'information, vous faites de la prévention. Et grâce à cela, aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites. Et aujourd'hui, ceux qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent, sont aussi au courant grâce à vous et grâce à votre émission. Merci Hasna. Merci à moi. C'est moi. Et puis, on te reçoit donc lundi prochain avec autant de plaisir. Inch'Allah. Si vous n'êtes pas en mission, bien sûr. Justement, Inch'Allah. Voilà. Continuez à nous suivre. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage qui revient sur la grève donc, du 19 mai 1956. C'est un reportage signé Nawel Benjilali. مقتطفات من نص نداء إضراب الطلبة 19 ماي 1956. ولماذا يا ترى تصلح تلك الشهادات التي ما زالت تعرض علينا بينما يناضل شعبنا نضال الأبطال؟ فالواجب ينادينا إلى تحمل الآلام ليلا ونهارا بجانب من يكافحون ويموتون أحرارا تجاه العدو. وعلينا فإننا نقوم من الآن بالإضراب عن الدروس والامتحانات لأجل غير محدود، فلنهجر مقاعد الجامعات ولنتوجه إلى الجبال ولنلتحق كافة بجيش التحرير الوطني وبمنظمته السياسية جبهة التحرير الوطني. Le 19 mai, c'est la journée où on rend hommage aux martyrs qui ont abandonné les bancs d'université, de lycée pour rejoindre la révolution. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux qu'on a le privilège aujourd'hui d'être là. هذا التاريخ يعني حسب ما أذكر يعني الطلبة الجزائريين الأحرار تركوا مقاعد الدراسة والتحقوا بحركة الجهاد لتحرير التراب الوطني الجزائري، ومنهم أيضا من يعني سافر وهاجر خارج الجزائر لإيصال صوتهم إلى العالم بأجمعه. It was a day where a lot of students decided to leave university in order to represent in order to try and get the freedom of Algeria, to represent that they stand for Algeria, they stand for the country. And this, if anything, shows that despite the importance of knowledge, despite the importance of trying to chase a career, it is still like even more important to stand up for what we deeply believe and for our country. Le jour où les étudiants troquent leurs stylos contre les armes, un certain mai 1956. Ce jour marque un tournant décisif. L'Union générale des étudiants musulmans algériens lance un appel historique au boycott des cours et à la grève générale. En 1956, la révolution avait pris de l'ampleur. Le FLN, 2 ans après sa création, cherchait à élargir sa base de soutien. Et cette élite intellectuelle devient une cible stratégique. Le bureau de l'UGMA publie une proclamation devenue mythique.
Des centaines d'étudiants quittent les bancs de la faculté d'Alger et d'autres villes. Un choix déchirant. Beaucoup rejoignent le maquis, d'autres partent en exil pour porter la voix algérienne à l'étranger. Encore plus, d'autres seront arrêtés, exécutés et torturés. Au cours de l'université d'Alger et d'autres universités, des stèles commémoratives rappellent le sacrifice des étudiants et intellectuels. Le savoir cède la place au combat pour la liberté. Le 19 mai 1956 reste l'un des chapitres poignants de la guerre de la Révolution. Une leçon d'engagement qui résonne encore en Algérie. Le diplôme est une arme, mais la patrie d'abord. Allah yarham Chouhada, c'est vrai, le diplôme est une arme, mais bien sûr la patrie avant. Eh bien aujourd'hui nous allons parler donc de cette journée mémorable pour tous les étudiants et pour les Algériens aujourd'hui, pour les Algériens et les étudiants d'aujourd'hui, puisque c'est un exemple à relever, un exemple à reprendre aussi pour ces jeunes, cette jeune génération. Nous allons parler histoire tout de suite avec Hassan Arabe. Bonjour Hassan. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. C'est une date mémorable pour tout le monde. Oui. Pour les exemples aussi à donner pour les jeunes étudiants, c'est un exemple fort. Toute, la jeunesse, parce qu'il n'y avait pas que les étudiants, il y avait également les collégiens, c'est-à-dire les lycéens à l'époque, notamment les classes de terminale qui se sont engagées. Tout à fait. Eh bien, c'est important. On va justement relever ces détails et cette histoire avec des dates historiques et surtout des personnes qui ont marqué cette journée du 19 mai 56 tout de suite. On a beaucoup d'exemples frappants, on a beaucoup de personnes qui ont marqué cette journée, on a des Talib Abdelrahman, bien d'autres personnes, Amara Rachid, c'est des noms qui résonnent comme ça dans la mémoire de chacun, de tous. Mais vous vouliez justement nous rappeler qu'avant cette date du 19 mai, cet appel à la grève générale, il y a eu d'autres dates. Il y a eu d'autres dates parce que le 19 mai intervient après ce qu'on appelle une série de provocations. Quand on parle de provocation, il y avait une série d'arrestations, d'enlèvements, de tortures et d'assassinats qui ont ciblé les étudiants. Et ce qui a vraiment fait déborder le vase à l'époque, et qui a suscité la colère de tous les étudiants des lycéens, c'était l'assassinat brutal de Zdour. Donc c'était à Oran, il a été enlevé, affreusement torturé, et puis il a été assassiné, son corps a été mis dans un sac, lesté de 70 kilos de plomb et jeté à la mer, et quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé, il a été rejeté, et puis les étudiants ont décidé d'observer une date, le 28 janvier 1956.
c'est pour un petit peu dénoncer ces exactions commises à l'égard des étudiants. Parce qu'il y a d'autres, ces crimes, il y a des crimes, il y a au moins une dizaine d'étudiants qui ont été assassinés. Je pense même les étudiants quand ils ont assassiné, par exemple, le docteur Benzerjeb, les frères Brahimi de Bougie, qui a été brûlé vif dans sa chambre. C'est le fameux, il fait partie d'une génération qui a marqué le fameux collège de Bougie, où il y a au moins 56 collégiens qui vont rejoindre le maquis. Et vous avez également Rida Hoho, qui a été assassiné à Constantine, plus des étudiants de l'Institut Ben Badis à Constantine. Donc il y avait notamment durant la période qui va entre janvier et le mois de mars 1956, il y avait une série d'attentats qui a ciblé essentiellement les étudiants. Il y avait cet éveil, parce que justement, qui faisait peur. Donc le colonisateur. Un éveil qui a été provoqué déjà, parce qu'on doit rappeler que les étudiants n'ont pas rejoint la révolution le 19 mai, mais déjà en 1955, il y avait un noyau d'étudiants qui étaient affiliés au Front de Libération Nationale. Lorsqu'on a créé l'UGMA en juillet 1955, quelqu'un comme Lamine Khan, Ammar al-Rachid et Ben Yahya, qui va devenir secrétaire général de l'UGMA, étaient des militants du FLN. Donc ils assistaient à des réunions avec les responsables, notamment les responsables d'Alger. D'ailleurs, l'appel à la grève, elle a été concerté, elle a été discuté avec les responsables à Alger, notamment Ben Ramdan, l'Arbi Ben Mehdi. Avant, le 18, il y a eu cette fameuse réunion qui a regroupé Ben Yahya, notamment Ammar al-Rachid et Ben Ramdan, Ben Mehdi, et ils ont décidé de faire un appel à une grève générale illimité. Grève générale plus boycottage des cours et des examens. C'est ça. Et le 19, il va y avoir un tract, l'appel qui a été rédigé, un appel extraordinaire, qui commence ainsi: un diplôme en plus ne fera pas de nous de meilleurs cadavres. Pour vous dire un petit peu... la conscience, parce qu'ils savaient que même avec un diplôme... Et l'état d'esprit des étudiants à l'époque. Et ce tract, qui est important, j'ai réussi à avoir une copie... en exclusivité, on l'aura. Voilà, une copie de l'appel de 1956. Et il a été... le tirage a été fait par l'aumônier de la prison de Barberousse. Sa maison, elle n'était pas loin à l'époque de la caserne d'Orléans, elle est en haut lieu de torture, du côté de Scala. Et là, l'appel sera distribué un peu partout, notamment à Constantine, les grandes villes, parce que Constantine, il y a un grand collège, il y a l'Institut Ben Badis, à Tlemcen, à Oran. Les grandes villes. On doit souligner que l'appel a été rédigé par la section d'Alger de l'UGMA, le 19, et le 25, la grève sera étendue à toutes les universités françaises, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants également sur le territoire français. Le 25, toutes les universités françaises, tous les étudiants des universités françaises ont rejoint également le mouvement de grève. Et vous aviez même le chiffre de nombre d'étudiants. Voilà, c'est les dernières statistiques, un travail de recherche sérieux qui a été élaboré par le CRASC. Concernant les étudiants algériens inscrits durant l'année universitaire 1955-1956. Les garçons, il y avait 617 garçons. Sur tout le territoire. Ah oui, et il y avait une seule université. Et puis, il y avait 67 filles. Ce qui donne un petit peu, c'est 184 étudiants, ce qui représente 13%, parce qu'il y avait 5198 étudiants dans toute la faculté d'Alger à l'époque. Mais encore une fois, ces 100 étudiants, pour certains, avec aujourd'hui, on compte pratiquement 2 millions d'étudiants, ils vont dire c'est peu, c'est pas peu, parce que attention, tous les collèges également, tous les lycéens étaient également concernés par cette... Malgré la discrimination. Malgré la discrimination, ils ont
ils ont rejoint massivement l'Imaki. Donc à partir d'Alger, la plupart, ils ont rejoint la wilaya 4 historique. D'ailleurs, voilà, la wilaya 5 après, et puis la wilaya 3 et la wilaya 2. La wilaya 2, il va y avoir un groupe, un important groupe, sous la direction de Lamin Khan, qui va d'ailleurs mettre en place le service santé de cette wilaya et qui va, avec d'autres militants, notamment, qui vont faire un travail extraordinaire au niveau des maquis. Maintenant, j'aimerais vous proposer justement, par rapport à ces engagements, un témoignage que j'ai recueilli il y a quelques années, une année avant son décès, le défunt Krim Hassani, qui a participé donc à cette réunion du 19 mai et à la rédaction. Lui qui a quitté aussi les bancs. Ah oui, donc il va rejoindre lui la wilaya 5 historique et il m'a expliqué pourquoi justement les étudiants avaient pris cette décision et l'état d'esprit des étudiants. Il m'a dit qu'on était prédisposés en quelque sorte. Parce que, à prendre les armes. Ah oui, parce que c'est à cause justement de la brutalité du système colonial qui les a poussés à prendre les armes. Très bien. Donc on va voir cet extrait que vous avez choisi pour nous et on se retrouve juste après. Les 4000, il y avait 10% d'Algériens. Et ces Algériens venaient de milieux sociaux plus ou moins différents. Mais il y avait quand même un certain nombre qui étaient déjà membres du FLN, dans l'organisation civile du FLN. Je citerai pour mémoire M. Lamin Khan, Farhat Tayyib et tant d'autres. Donc ces gens-là étaient à l'université. Ils étaient en contact avec le FLN. Mais ils attendaient leur as. Mais on sentait déjà que à cette époque, c'était pas... bien sûr, c'était le printemps, puisqu'il fallait se préparer, mais c'était un séisme. Et le séisme a commencé donc à se propager à partir du moment où les colonialistes aveugles dans leur opération, dans leur système d'agression, ont commencé par attaquer les étudiants eux-mêmes. Et ils ont commencé donc à arrêter un étudiant à Oran. Ils l'ont jeté, je crois, dans la mer. Ensuite, il y avait un autre Farhat du côté du Jedi qui était mort sous la torture. Par conséquent, donc, et c'était, on voyait à peu près que c'était pas l'OAS qui s'était pas déclaré, mais il y avait la police secrète, la mer Rouge, qui attaquait donc les membres du FLN, donc les intellectuels. Et on le sentait très bien. Donc si vous voulez, le désir d'aller au FLN, rejoindre les frères du combat, existait au niveau de chacun d'entre nous. Mais il y avait l'étincelle qui manquait. Et cette étincelle a été donnée par le colonialisme lui-même, dans sa stupidité, dans son aveuglement, dans son entêtement, dans son racisme profond, dans sa haine ancestrale. C'est lui qui nous a poussés donc à prendre les armes. À cette époque... C'est un témoignage très fort et puissant d'un acteur, hein, justement. Un acteur... que vous avez réalisé vous-même, cet entretien. Cet entretien, ce n'est qu'un extrait d'un petit, d'un grand témoignage, inédit encore. Donc, lui qui était surnommé le Roté. Le Roté, exactement. Oui. Un grand monsieur, donc il a rejoint la Wilaya 5 après. Donc, il était étudiant à la faculté d'Alger. D'Alger, oui. Et il a tout quitté. Il a tout quitté pour se consacrer à l'engagement, parce que vous avez écouté ce qu'il a dit par rapport au système colonial. Donc c'est cette brutalité, la violence consubstantielle au système colonial qui a été justement attaqué, dénoncé. Ils sont partis sans regret. Avec la seule solution contre cette brutalité, cette violence coloniale, c'était l'engagement. Donc il fallait répondre par la violence également. Par la violence. Et on doit rappeler donc cet engagement des étudiants en 1956, c'était pas un moment donc particulier uniquement pour les étudiants. L'année 56, c'est l'année de l'ALN, l'année du FLN d'une manière générale, parce que nous assistons à l'organisation au sens propre du terme de la révolution. Donc il y a le mouvement des étudiants, le mouvement des commerçants, le mouvement des travailleurs, donc les dockers,
toutes les structures sociales ont été organisées. Tout à fait. Tout a été bien pensé. A été bien pensé. Bien préparé. Et l'ALN sera elle-même restructurée donc, lors du congrès de la SOMAM. C'est pourquoi on dit l'année 56, c'est l'année du FLN et de l'ALN. Exactement, avec des témoignages inédits, avec le document que vous nous avez rapporté, ce fameux tract qui a circulé. Maintenant, on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont réussi à le faire, l'acheminer un petit peu partout, sur tout le territoire? C'était un ordre. C'est pourquoi donc il y avait déjà des réseaux. Donc les organisations civiles du Front de Libération Nationale ont été donc très étoffées en 1956. Donc il y avait même dans les petits douars, il y avait ce qu'on appelle l'organisation, l'OCAFLN, qui faisait son travail. D'ailleurs, certains étudiants, des amis de Lamine Khan, dans son ouvrage donc, qui a été consacré à son parcours, il y a des témoignages de ses amis qui disaient qu'ils étaient dans le village. Donc ils ont reçu quand même... C'était fort. Ils ont reçu le tract. Oui. Et ce n'était pas par la radio qu'ils ont écouté, mais ils ont reçu le fameux tract qui a été donc, distribué à partir du 19 mai et dont donc, le premier tirage a été, pour le rappeler, a été effectué à Alger, donc chez l'aumônier de la prison de... Pour la plupart, c'était des étudiants donc lettrés, des étudiants qui avaient fait des études, brillantes études, pour aller encore de l'avant, mais ils étaient prêts à tout laisser, tout sacrifier, les armes à la main. Les armes à la main, carrément. Donc la plupart, ils ont complètement... Il y en a qui sont tombés au champ d'honneur, il y en a qui ont été tués, guillotinés. Il y a ceux qui ont remis en cause complètement leur carrière. Il y a des jeunes étudiantes... Comme Amin Khan, par exemple, Madame Sahraoui, qui était une étudiante en médecine, et qui était championne d'Afrique, donc en Jeux olympiques donc, de l'année 1956, elle a préféré donc, remettre en cause plutôt délaisser sa carrière, sa carrière donc, de sportif de haut niveau à l'époque, parce qu'il était champion d'Afrique et champion du monde, vice-champion du monde. Et puis, il a abandonné sa carrière sportive et sa carrière estudiantine pour se consacrer donc, à la guerre de libération nationale. C'est très, il y a très fort. Il y a Ben Batouche Abdelali aussi. Ben Batouche, Betat, Zohra Drif, qui faisait droit à Alger. Donc, et qui a abandonné ses études pour également rejoindre l'ALN au niveau d'Alger en 1956. D'accord. Beaucoup d'étudiants. Il y avait des étudiants. Il y avait donc la cité universitaire de Ben Aknoun qui était... il y avait une organisation extraordinaire donc, où les étudiants recrutaient d'autres étudiants au service de la Révolution. On me dit Nahas Nabil aussi de Constantine. Oui, Nahas Nabil de Constantine. Donc, à Constantine, d'ailleurs, à Constantine, c'est l'exemple. C'est l'exemple vraiment d'engagement parce que nous allons le découvrir par la suite parce que grâce justement au dynamisme et à la perspicacité de Lamine Khan, donc, qui était un membre important de l'UGMA à Alger. Et quand il va rejoindre la Wilaya 2, et là, il va donc mobiliser tous les collégiens, notamment du lycée d'Omal à l'époque, ex-Omal, où il y avait également un noyau important d'étudiants et d'étudiantes donc à Constantine qui vont rejoindre directement le maquis. Voilà. Aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui ont cette lourde tâche de pouvoir prendre exemple. Ce sont des étudiants dynamiques, ce sont des étudiants tournés vers la réussite, vers l'engagement aussi pour le pays. Oui. C'est l'exemple qu'il faut transmettre. Bien sûr, c'est l'exemple. Donc, on ne peut pas avancer. On ignore donc son histoire et cet acte fondateur dans l'histoire de l'Algérie et de l'université algérienne. Donc, ça reste quand même un moment plus que symbolique et plus que c'est un repère.
Oui. Un repère et une référence pour tous les étudiants d'aujourd'hui et ceux de demain d'ailleurs. Exactement. En tout cas, c'est la relève de notre pays et c'est la force vive et la matière grise aussi de notre pays. L'engagement, bien sûr, des étudiants au service de leur patrie, bien sûr. Aujourd'hui, c'est différent, les engagements et la force est différente peut-être. La force est différente, mais les défis sont autant plus importants. Donc, on est dans une situation un petit peu compliquée. Donc il faut toujours se protéger et se mobiliser et pour s'armer pour justement faire face à tous les défis. S'armer en connaissance cette fois-ci Exactement. Et de pouvoir être prudent, être bien sûr perspicace dans sa façon d'agir. En tout cas, merci beaucoup Hassan, c'est toujours un plaisir de vous recevoir avec des documents inédits pour l'émission et puis bien sûr pour les dossiers de la mémoire, c'est important aussi, rester à travers la recherche dans le domaine de l'histoire. On se dit à donc la semaine prochaine. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Voilà. Merci beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite à apprécier cette voix. Nadia Garfi, Sabahiyem, elle chante une belle chanson sur le patriotisme. On se retrouve juste après. اسمح الباب وليدي مرسولة من عنده العالية جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا وصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تركها علينا الكرطوشي قطع صدرنا البهط وقازك لها رجلنا الرجال تموت بلا شي فينا والسمحي ليها لحنينا والسمحي ليها لأمي ما سمعت الأمي ما وبكت قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينا اسمحي لي فالجي هدي اسمح البابا ولدي مرسولة من عند العلي واسمحي لي هالأمي ما اللي جات من التل قالوا لي له راس تسركل سولوا لي وعلى العرش الكل سوى الكبير على ماليا ما تبكيش يا عيني يا ما تبكيش على ابن الشهيد وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحق الرومي واسمحي لي هالأمي ما
très belle chanson avec Nadia Garfi. Eh bien, les belles voix, on va les écouter tout de suite dans notre émission. C'est en fait une tradition, on aime bien recevoir les belles voix. Eh bien, c'est le cas dans l'émission et la rubrique de Amina Zeri. Bonjour Amina. Bonjour, ça va? Bonjour tout le monde, j'espère qu'on va passer un agréable moment ensemble, Inch'Allah. Et je suis très contente d'être en face d'un collègue, d'un cher collègue et ami, une grande star de la radio, Hakim Lefgoum. Hakim Lefgoum, bonjour. Beaucoup à Radio Al-Bahja. Vous avez fait quand même partie pendant des années à Radio Al-Bahja. Hakim. Merci. Non, pas du tout. On est là pour une belle convivialité. Voilà. Donc voilà, j'ai le plaisir ce matin. Qu'est-ce que jingle? Si, on va voir, bien sûr, jingle. On y va avec le jingle. Alors, on est là, on va présenter nos invités. Tu as une jeune artiste qu'on aime beaucoup. Une jeune artiste, brillante, une grande artiste. Oui. Elle est belle, elle est jeune, elle a une très grande voix. Donc, il s'agit de Ghufran Ebtihel. Elle est là pour donner rendez-vous à ses fans, aux mélomanes, aux amoureux de la chanson andalouse et aussi pour rendre hommage aux femmes, aux groupes féminins, aux orchestres féminins qui ont participé, qui ont fait le bonheur des familles algériennes dans les années 50. Il s'agit de Msamah. Bonjour, Ghufran. Ça va? Sa maman qui la protège, qui l'accompagne toujours. Exactement, exactement. Donc, ce sera une découverte pour toi. Absolument, moi je connais pas, je découvre. Toi qui adores et qui encourage les belles voix. Donc, Ghufran, moi j'ai beaucoup aimé le titre du concert, de l'événement. C'est Msmahat Zman. Oui, n'est-ce pas? نحكيو على هذا الكونسيبت اللي حيكون ان شاء الله اذا ربي كتب لو 22 ماي ان شاء الله نهار الخميس حيكون على الساعه 8 غير ربع ان شاء الله حتكون على 7 و45 دقيقه. هاد مسمعات زمان هاد لو تيتر جو خممنا قلنا علاش ما نسميوهش مسمعات زمان لانه كما انا من الجيل الصاعد ماذا بيا نحافظوا على التراث ماذا بيا نمد صوره حسنه لكامل الجيل اللي راه صاعد بالليك مادام نحن هنايا مادام التراث الجزائري واقف على رجليه دونك فوالا هذه هي مسمعات زمان حيكون نقدروا نقولوا ان اوماج على فضيله زيريه على مريم فكاي على طيطمه وي ربي يرحمهم باسكو حنغنيو واش كانوا يغنيو مسمعات في العراس وي فوالا دونك هذه formidable donc le Msamah ou là les groupes féminins, les orchestres féminins en 1950 ça se passait dans les foyers, dans les maisons, les patios, dans le store. Donc ils ont commencé avec la percussion, Derbouka et Tar. Ils ont introduit les instruments tels que le violon, le piano. Il y a eu les orientales après. Exactement. Par la suite. Après. Bien après, oui. Donc, et même l'oud, Cheikh Titma jouait merveilleusement bien l'oud. D'ailleurs, j'ai une photo. Voilà, donc Fadila Ziria, Cheikh Titma. Donc, ils ont... On écoute la voix de Ghufran. Ah ouais? C'est pas ta voix? C'est sa voix?
a vu Rofran interpréter avec la tenue traditionnelle, avec aujourd'hui, elle est avec un orchestre, alors que quand vous étiez venu la première fois, c'était tout juste avec le concours, le fameux concours. Le concours كان في عمري 14 ans ولا 15 ans. كان كونكور تاع عبد الكريم دالي اللي كان من الشروط انه نغنيو نوبه كامله. كنت غنيت نوبه المجنبه وديت بري جوري. تاني كنت كأصغر مشاركة في كامل لي كونكور شعبي اندالو دائما أصغر مشاركة دونك فوالا ويحصل لي الشرف أنه ديت بري جوري وتوجور يمدوا لي هذاك لونكوراجمون. C'est super, ça nous a fait plaisir. Ça nous fait toujours plaisir, c'est une habituée de Canal Algérie. Canal Algérie, les rafqatek, vous êtes toujours encouragés. Elle est très proche de Canal Algérie, d'ailleurs quand je l'ai appelée avec un énorme plaisir. Rofran, on aura le plaisir de se régaler avec le Ghenat Hazman, Tal Haras, durant la soirée. La soirée. حيكونوا زعما كما حنا نقولوا غنى زمان حيكونوا هيا بلارج. فكرينا اون شانسون اللي غناوها نو غرومير غنيها لنا هكذا هنا كاين هيا بلارج كاين صفتي مع القنديل انا طويري كاين عيني اشتكات مع قلبي كاين القلبات سالي دونك كاين بزاف دي شانسون دونك تراديسيونيل سورتو يكونوا جزائريين ديجا كانوا نعم. Du Selwa, tu reprends pas? Selwa, c'est beau aussi. C'est une de mes préférées. Oui. Ah, on va lui faire plaisir alors à Hakim. Allez. Oui. Donc نغنيو لسلوى. كيف راه يهمني نسمعها. جامي سيت نغنيها. أستاذ سيل فو بلي تقدر تمد لي هكا دي تيتر يهمني نو ماشي هاد لا شويه تعرفها وحفظتها شفتي عنده من بالك شفتي وي ما شاء الله عليه نعرف لا شانسون تاع انت كنت تظن وي هيا انت كنت تظن كي تروح عليا وتغيب ما نوجدش حبيب ما نوجدش حبيب انت كنت تظن نقعد مغبونة وشاقية راهو فتح الله وغاب دايا ولقيت دواه فعلك ما ننساه طول عمري حتى نشيب فعلك ما ننساه طول عمري حتى نشيب فعل الظلم صعيب قصدك ترميني في داهية راهي شموع اليوم ضاوية والجرح اللي جرحتني انت راني صبت طبيب لا 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 اللي لا 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 c'est beau. Elle va durer facilement. Oui, parce que la chanteuse. Tu surfes sur les gammes facilement. Oui, parce que بديت هاد الدومين ملي كان في عمري 6 سنين. Et elle aime ça surtout, elle aime ça. Et elle travaille sur son image, sa voix. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle a cette capacité de chanter l'andalou, l'algérien, l'oriental d'une façon sublime et aussi l'occidental. Elle a cette capacité de chanter avec vraiment une grande. Bien sûr, كما حنا نقولوا إذا الأستاذ يوافقني الرأي. أستاذ حكيم. أنا في الطبيعة أي واحد كبير يقولوا أستاذ. دونك فوالا باللي كنعرفوا إنه الفنان لازم يكون يتقن كما حنا نقولوا ماشي كامل الطبوع مي من كل طبع يدي منه شوية. فوالا هكذا باش نرضيو الجمهور ديالنا. فوالا دونك. Mais est-ce que tu as pensé, je peux? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as pensé écrire, composer tes propres chansons? Parce que c'est bien de reprendre les chansons du terroir, les anciennes chansons, de faire revivre les moments intenses. Mais est-ce que parce que tu es comme très jeune, tu t'es dit un jour, voilà, je dois produire. Elle a eu une expérience déjà dans le cinéma, on lui a fait appel pour incarner la voix aussi et le personnage de Fadila Zeria. وي كنا حكينا هذا كان بالتعاون مع التلفزيون الجزائري كانال الجزائري بعنوان بدرون فضيلة زيرية اللي يحكي على فضيلة زيرية وحياتها وثاني كان يحكي على مستمعات زمان كوم باغازار كان يحكي على مستمعات زمان افيك ان اوركستر فيمينا ثاني كانوا يغنيو على زمان اكسيتيرا donc voilà le projet a abouti avec cette belle soirée donc du jeudi 22 ne ratez surtout pas ça va se passer où في قاعة ابن زيدون. À quelle heure?
Très bien, voilà. En tout cas, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Très bien. Inch'Allah Kamel, pour se régaler avec sa voix et avec aussi les anciens chanteurs, d'entendre les chansons chantées par des piliers de la chanson, Myriam Fekay, Fadila Zeria, Cheikh Khatat Tetama et tant d'autres. Voilà. Eh bien, en tout cas, on est toujours ravis de te recevoir, bien sûr, Rofran. Et puis, on va passer la parole à Hakim pour nous parler aussi d'autres voix qui sont aussi algériennes et qui sont aussi jeunes que Rofran. Elle est dans un autre répertoire. Tu vas me dire, Hakim, pourquoi tu as choisi celle-là? Ben, d'abord, elle s'est infiltrée dans un milieu d'hommes. D'accord. Elle n'est pas chanteuse, elle est rappeuse. D'accord. Et depuis l'histoire de l'Algérie, c'est pratiquement la troisième voix féminine du rap. Il y avait les Messagères, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Les Messagères, après il y a eu les Moonlight Girls de Blida, et puis il y a cette rappeuse que j'ai découvert accidentellement, je scrollais sur les réseaux sociaux. La première fois, ça ne m'a pas accroché. Puis ça revenait à chaque fois. Un jour, je me suis dit, bah, si ça revient, c'est que ça vaut le coup. Donc j'écoute. Effectivement, la bonne femme, elle a le flow, elle a le facial, elle a le gestuel. Au fait, dans le monde du rap, c'est comme ça. Oui, elle est dans le monde du rap. Hein. Elle est dans le monde du rap. Ça n'a rien à voir avec l'andalou, elle est différente. Elle est dans le monde. C'est pour ça que je disais, c'est un milieu d'hommes à l'origine. Elle remet une algérianité dans le coup. Toujours. C'est un clip, ça va être le tube de l'été. Oui, avec les traditions, on voit aussi. C'est le tube de l'été 2025, ça je te le promets, on en reparlera d'ici le mois d'août. Donc c'est une fille, à l'origine, elle veut accomplir ce que son père n'avait pas pu. En fait, son père était musicien, amateur de rail. Et elle est furée du rail. Hein. Elle est très, très mais elle a choisi le rap. Oui, mais dans ses sonorités, elle introduit des tonalités. Donc, elle aime Cheb Hasni, elle aime un peu tous nos artistes algériens qui sont de l'Ouest aussi. Absolument, actuellement. On aurait pu la voir aujourd'hui, mais pour des raisons, en fait, elle doit finir son clip. Même si le clip, elle est fait... c'est ce côté-là qui m'a accroché chez elle. C'est qu'elle revient à ses origines pour s'inspirer, pour vivre des moments intenses, comme elle aime le dire. Elle se frotte à de grands noms parce qu'elle a fait la première partie de Soul King, de Oshega, de Fouki, de Zao. D'ailleurs, beaucoup la comparent à Zao. Oui. Or, Zao, c'est une chanteuse. Oui, oui. Elle dit elle est rappeuse. C'est pas du tout la même chose. Un clip disponible déjà. Elle en a fait beaucoup. Mais Rire Haxi, le dernier, en 3 semaines, je crois qu'il a engendré 2 400 000. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce qui est énorme. Et c'est viral actuellement en Algérie. Elle représente la jeune génération. Et elle s'appelle Par hasard. Oui, Par hasard. Et elle est arrivée par hasard. Voilà. Elle est arrivée à la chanson Par hasard. Elle est arrivée dans l'humour Par hasard. Oui. Et sur Canal Algérie, c'était aussi un coup de hasard. Voilà, c'est une belle découverte aujourd'hui pour nous, pour ceux qui la connaissent, tant mieux. Ceux qui l'ont découverte donc aujourd'hui, c'est aussi pour nous aussi une belle découverte. Rofran, puisque tu nous disais tout à l'heure, tu peux chanter sur tous les rythmes, sur toutes les gammes. Un jour, peut-être qu'on te verra en rappeuse. Peut-être, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, quand ta carrière sera avancée, Inch'Allah, peut-être qu'un jour, voilà, c'est pas facile, bien sûr, c'est pas facile. C'est un ensemble. C'est le gestuel, c'est le look, et puis c'est le flow. Oui. En écoutant. Elle est bien comme elle est. En écoutant Par hasard, on pense forcément à la prestance de Diams. Et à la voix de Diams. Je ne voulais pas le dire, mais ça m'a beaucoup rappelé Diams. Amina, on termine. J'ai beaucoup aimé le clip. D'ailleurs, la tenue traditionnelle, elle était très présente. Le blousa, le bedroun, le karako, pour dire aussi que la préservation et la promotion de notre patrimoine culturel, c'est une affaire de tous. Bien sûr, même l'expression Rerhak, tout le monde le sait, ça vient de l'ouest de l'Algérie. Un groupe l'avait représenté TOX dans les années 90. Quand on écoute Rerhak, on pense forcément, quel que soit l'endroit où on est, à Oran. Voilà. On termine un dernier mot avec Rofran. حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة بوغ لانفيتاسيون فريمون فاتت تمتم كما حنا نقولوا خفيفة ظريفة فوالا دونك نستناكم لو 22 إن شاء الله. Voilà le mot d'ordre. Venez nous voir, venez la voir surtout. Venez voir Rofran. Elle sera à Ibn Zaidoun ce jeudi 22 à partir de 8h moins le quart. N'oubliez pas, c'est une artiste montante, brillante. On lui souhaite tout le succès, Inch'Allah. Voilà. Merci Hakim.
Je peux donner déjà... rendez-vous mercredi 18h30 dans Fréquence Musique pour Fianso. Parfait. Fianso. Oui, donc, adorable aussi, Fianso, qu'on avait reçu aussi sur Canal Algérie. Excellent ce garçon. Voilà, excellent. Il était tout content de passer avec nous et fier donc de parler de ses origines. Voilà, merci à vous tous, merci Amina. Merci, samedi prochain, Inch'Allah. Samedi prochain, avec Nolhouda, avec grand plaisir. Voilà, quant à moi, je vous dis merci, excellente journée à vous tous, merci à toute l'équipe de la Régie 7. Et puis on se donne rendez-vous dès la semaine, donc dès le week-end. Et puis demain, bien sûr, vous aurez à partir donc de